On a mené une nouvelle plainte contre Apple parce qu'ils ont mis en place des systèmes logiciels de blocage qui empêchent de réparer facilement. Cette notion de neutralité carbone n'est pas sur des bases scientifiques rigoureuses, malheureusement. Ça crée quelques petits angles morts, nécessairement dans la stratégie climat d'Apple. En choisissant où est-ce qu'ils mettent le projecteur, ils choisissent aussi quelle image ils se donnent. Qu'est-ce qu'elle nous répond face à un consommateur qui a acheté un téléphone Apple, qui se retrouve avec un écran brisé et qui ne peut pas le réparer? Un écran qui coûte plus de 300 € pour le réparer. We announced it in 2020, this idea that we already were carbon neutral as a company. Elle, c'est Lisa Jackson, la vice-présidente d'Apple en charge de l'environnement. But we have this big supply chain that we also want to be on renewable energy and carbon neutral. And we have our customers, when they use our devices, we want to have clean energy available for our customers as well. Début décembre, elle a annoncé sa retraite pour la fin janvier, mais chez BFM Tech, on a pu l'interviewer en septembre au sujet des politiques environnementales d'Apple. Recyclage, énergie propre, compensation carbone, elle a notamment détaillé les grands leviers d'action enclenchés par le géant américain pour atteindre son objectif, c'est-à-dire devenir neutre en carbone d'ici 2030. Concrètement, ça signifie qu'Apple aimerait stopper l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre, un geste que l'entreprise considère comme essentiel dans un contexte de réchauffement climatique. Mais si les magasins, bureaux et centres de données d'Apple tournent déjà à l'énergie propre dans plus de 40 pays à travers le monde, la chaîne de production, quant à elle, émet encore trop de CO2. Alors évidemment, ce discours fait débat. Que valent vraiment ces mesures alors que l'entreprise s'inscrit dans un modèle économique qui s'appuie avant tout sur la vente de produits tech? Even when we came up with the goal, we knew there would be about 25% of emissions that by 2030, we wouldn't have the technology to get rid of all emissions. But that's where nature comes in, right? As these redwoods grow, as these projects mature, they're pulling carbon from the atmosphere, which makes up for the emissions that we today don't know how to remove. Ce qu'évoque ici Lisa Jackson, c'est l'une des mesures phares prises par Apple pour diminuer son impact environnemental, la compensation carbone. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en investissant dans de grands milieux naturels, les entreprises peuvent aider à leur préservation et à leur restauration, et donc favoriser l'élimination du CO2 dans l'atmosphère. En d'autres termes, il s'agit d'acheter des crédits carbone pour compenser les émissions qui ne peuvent pas être réduites autrement. C'est par exemple ce que fait Apple avec cette grande forêt de pins Redwood que l'on peut voir dans la vidéo et qui, au fur et à mesure de sa restauration, absorbe le CO2 que l'entreprise ne peut pas éliminer dans sa chaîne de production. Les anglo-saxons étaient parmi les premiers à s'attaquer un peu sérieusement au problème du changement climatique. Ils ont mis au point un concept assez simple qui est le mesurer, réduire, compenser. Je mesure mes émissions de gaz à effet de serre, je cherche à les réduire autant que je peux et ensuite, ce que je ne peux pas réduire, je le compense. En 2021, Apple annonçait la création du Restore Fund, un fonds d'investissement de 200 millions de dollars dont l'objectif est de favoriser le développement de projets de compensation carbone. Aujourd'hui, l'entreprise investit dans 24 de ses projets sur 6 continents différents, une stratégie qui devrait lui permettre de compenser jusqu'à 25% de ses émissions totales d'ici 2030. Le problème, c'est que cette méthode est loin de faire l'unanimité. Compenser ces émissions ne signifie pas les réduire à zéro. On aime bien dire que quand on émet 10 et qu'on réussit à stocker 10, en faisant pousser des arbres par exemple, 10 moins 10, ça fait 0. En fait, c'est pas si simple que ça. Pour des arbres, par exemple, si je plante un arbre aujourd'hui, il va pas stocker 10 l'an prochain, il va peut-être stocker 10 tout au long de sa vie. C'est peut-être pas sur la même temporalité que ma temporalité d'émission. Il y a des crédits carbone qui se sont vendus par le passé pour faire des eucalyptus à la rangée. Et quand il y avait un feu de forêt et que tout partait en fumée, les émissions n'étaient plus du tout compensées. Cette notion-là, c'était pas mal pour amorcer de l'action climatique à l'époque, mais maintenant on en voit un peu les limites. Un autre point à soulever, c'est l'ambivalence de l'expression neutralité carbone, qui, comme le rappelle l'ADEME, ne doit pas être un simple argument de communication. Les arguments de neutralité se multiplient dans les communications des organisations. L'ADEME rappelle que ces arguments peuvent tromper le public, freiner des changements de comportement et provoquer des effets rebonds négatifs.
Autrement dit, il ne faut pas confondre la neutralité carbone avec l'absence totale d'émissions carbone. Quand on émet des gaz à effet de serre, ils vont se mélanger dans l'atmosphère et c'est toute la Terre qui va se réchauffer. C'est ce qui fait qu'on est tous dans le même bateau, dans le changement climatique. Et donc, quand j'émets une tonne de carbone quelque part, ça va impacter tout le monde. Et donc, quand je retire une tonne de carbone quelque part, ça impacte aussi tout le monde. C'est ce qui fait que les gens s'autorisent un peu à avoir cette comptabilité en émettant d'une part et en retirant d'autre part. Cette notion de neutralité carbone n'est pas sur des bases scientifiques rigoureuses, malheureusement, et ça fait que ça crée quelques petits angles morts, nécessairement dans la stratégie climat d'Apple. Ceci dit, je dois reconnaître que non seulement l'objectif est très ambitieux, là il y a des actions concrètes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et il y a un plan ambitieux de développement des puits de carbone. Dans les faits, pour le coup, c'est plutôt une des choses qu'Apple a l'air de très bien faire. Donc c'est plutôt un bon élève dans une classe de mauvais élèves. Un bon élève dans une classe de mauvais élèves. En résumé, Apple semble s'investir davantage que ses camarades de la tech sur la question de l'environnement. D'ailleurs, Greenpeace l'avait classé 2e dans son rapport annuel sur l'approche environnementale des grandes marques high-tech en 2017, saluant notamment son engagement dans les énergies propres. En parallèle, l'entreprise se targue d'investir dans le recyclage pour permettre à certains matériaux d'avoir plusieurs vies. C'est le cas par exemple du cobalt des batteries, de l'aluminium des boîtiers Mac et même du nylon des bracelets Apple Watch, qui sont recyclés parfois jusqu'à 100% dans les produits cités. The teams have proven now that if we continue to focus on recycled material, we see the carbon footprint drop for our products. We see the benefit to the planet. You know, right now we're at 24% recycled material, and we know we can continue to get more. So the doing is what gives you the confidence to do more. Yeah. En faire toujours plus, vendre toujours plus de téléphones neufs, ça me semble être complètement contradictoire avec un objectif de réduire l'impact environnemental. Le fait d'intégrer des matières recyclées peut certainement réduire en partie l'empreinte carbone, mais en fait, concrètement, quand on a un téléphone neuf entre les mains, même s'il a eu un petit peu de matériaux recyclés à l'intérieur, en vrai, ça reste quand même un impact colossal. On parle de 80% de l'empreinte environnementale au moment de la fabrication du téléphone. Par ailleurs, le recyclage en tant que tel, c'est aussi très énergivore. Ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup d'infrastructures. Et puis, la dernière des choses, c'est qu'aujourd'hui, le taux de collecte, selon l'ADEME, est autour de 5% des téléphones. Donc pour moi, clairement, le recyclage, c'est un enfumage pour parler d'environnement. Ça fait partie de la solution, évidemment, mais ça doit être la dernière roue du carrosse, la chose qu'on fait quand on a déjà tout exploré pour réduire l'empreinte. Pourtant, Apple communique énormément sur ses offres de recyclage et de reconditionnement. L'entreprise propose notamment de reprendre les appareils qui ne servent plus pour leur offrir une seconde vie ou pour en récupérer les matériaux précieux. À cet effet, 2 robots Daisy, spécialement conçus par Apple, sont chargés de récupérer les ressources les plus rares contenues dans les iPhones. Ces machines peuvent démanteler plus de 2 millions de smartphones chaque année, à condition de tourner à plein régime. Un moyen pour l'entreprise de limiter le gaspillage et de contribuer à un meilleur avenir pour la planète. Mais là encore, c'est une stratégie qui ne satisfait pas l'ensemble des consommateurs, certains considérant qu'elle rend les produits Apple très difficiles à réparer soi-même. We spend an incredible amount of time on making reliable products that last a very long time. In fact, one of the things that we work on is saying to our customers, look, we know it lasts a long time and you may pass it on to your family or others, but at the end of life, we need you to recycle the project. We need you not to put it in a drawer, but to bring it back because it's part of how we designed the whole program. On est d'accord sur le fait qu'il y ait des produits fiables et durables, ça va vraiment avoir une importance considérable sur l'empreinte environnementale. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par fiable ? Ça veut dire quoi un téléphone fiable? Aujourd'hui, il y a plus de 40% des gens, presque la moitié des utilisateurs, qui vivent avec un téléphone qui a moins de 3 ans, qui a des problèmes, et notamment 60% de ces problèmes sont d'ordre logiciel. Encore récemment, on a mené une nouvelle plainte contre Apple parce qu'ils ont mis en place des systèmes logiciels de blocage qui empêchent de réparer facilement auprès de n'importe quel réparateur indépendant qui peut pratiquer des prix honnêtes et accessibles. Par exemple, si on prend comme comparaison
comparaison Fairphone, qui est une marque éthique, réparable et fiable et durable, on voit qu'on peut réparer pour environ 13% du coût du neuf du téléphone pour réparer un écran. 40% chez Apple. On voit bien qu'il y a un système qui fait tout pour ne pas proposer la réparation. Et la réparation, ça fait partie de la fiabilité du téléphone. Des produits pas assez réparables. C'est la critique récurrente dont Apple fait l'objet lorsqu'il est question d'environnement, de fiabilité et de durabilité. À cette problématique, John Ternus, vice-président d'Apple en charge de l'ingénierie matérielle, avait répondu à BFM Tech en mai 2024 que faciliter la réparabilité de ces produits reviendrait à créer des points de défaillance potentiels, ajouter plus de matériaux et donc davantage de gaz à effet de serre. L'entreprise continue donc de s'appuyer sur la durabilité assurée de ces produits, qui subissent d'ailleurs des milliers de tests de résistance avant d'être mis sur le marché pour justifier son mauvais indice de réparabilité. You know, I'm torn because on the one hand, I want every consumer to think first about the environment when they think of Apple, but what I really want is them to know that when we're designing and when we're making and when we're operating, we're thinking about it for them. It shouldn't be that every day you have to worry about what Apple is doing to make these products environmental and friendly to the planet. But the one thing you can do is think about your role in that as a customer, which again is part of the recycling. This idea that you have the device and eventually that device will go on to be a new device, that it's a circular economy. On avait calculé qu'en 2050, pour que le secteur numérique ait une chance de respecter à peu près son budget carbone, en 2050, il fallait qu'un téléphone dure à peu près 25 ans. Aujourd'hui, on s'en sert pendant 7 ans. Ça demande une reconception très importante des appareils et de la chaîne de valeur, et aussi des usages. Tout est fait pour vous donner envie de racheter un peu plus précocement un nouveau téléphone et de mettre l'ancien au recyclage pour vous donner bonne conscience, en fait, de le jeter, entre guillemets. Clairement, ils veulent vendre des téléphones neufs. Et sinon, si ce n'était pas vrai, ils ne nous feraient pas miroiter des nouvelles fonctionnalités tous les 6 mois avec des publicités de l'obsolescence qu'on appelle marketing. Qu'est-ce qu'elle nous répond face à un consommateur qui a acheté un téléphone Apple, qui se retrouve avec un écran brisé, ce qui arrive tous les jours, et qui ne peut pas le réparer. Un écran qui coûte plus de 300 € pour le réparer. Apple, dans sa vision du monde, tout est connecté, c'est formidable, et en plus, la connectique est neutre en carbone. Mais c'est là où c'est dissonant, en fait. C'est là où, effectivement, quand on est le client, le consommateur, on est mal à l'aise parce qu'on voit toute cette technologie et on se dit que quelque part, il y a des centrales à charbon qui ont alimenté des fonderies de silicium et que tout ça, ça a pollué pas mal. Et justement, pour moi, c'est une question de vision du monde et de business model. C'est-à-dire que si jamais je vends des équipements électroniques, j'ai envie que les gens achètent mes équipements électroniques. Et donc, je crée une injonction contradictoire en fait, entre créer des produits soutenables et vouloir que les gens rachètent mes produits encore et encore. Et ça, c'est quelque chose qui est assez problématique pour beaucoup d'acteurs de la tech et qui nécessite de réinventer des business models. Malgré les limites de sa stratégie, Apple reste un acteur investi dans un secteur très en retard sur les questions environnementales. L'entreprise est d'ailleurs l'une des plus transparentes sur le sujet et elle ne s'en cache pas. Elle souhaite rester pionnière, y compris en ce qui concerne l'avenir de notre planète. I think that the leadership that Apple is showing is what we believe needs to happen. We know how hard we have to work to keep these issues moving forward, and we've always tried to tell the story amongst our peers as well so that they can understand and see what we're doing and how we're doing it. And so I believe that it's hard to ignore the issues. They're pressing and they're upon us, and we're going to continue to work on them. Lisa Jackson a raison quand elle dit que c'est important pour elle que les actions d'Apple soient inspirantes. Le meilleur précurseur d'une action, c'est un succès. Si jamais on a une entreprise tech de taille modérée, je recommande de totalement s'inspirer de ce que fait Apple avec le bon niveau de rigueur
sur sa chaîne de valeur pour réduire ses émissions. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont très pertinentes, mais la transparence, ça ne fait pas tout. Une entreprise ne va pas parler des défauts de sa stratégie. En choisissant où est-ce qu'ils mettent le projecteur, ils choisissent aussi ce qu'ils laissent dans l'ombre et ça leur permet de faire la communication sélective et donc de choisir vraiment quelle image ils se donnent. Mais moi, j'adorerais qu'Apple propose des mises à jour logicielles, notamment de sécurité, pendant au moins 10-15 ans. Ensuite, ce téléphone soit réparable facilement, avec des prix de pièces détachées qui soient accessibles, et puis qu'on ne bloque pas le reconditionnement. Soit Apple organise une vraie filière du reconditionnement de ses propres téléphones, soit il laisse le marché faire. L'impact environnemental de réemployer un téléphone plutôt que de le recycler, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Une entreprise, elle doit se poser la question, est-ce que mon produit il est soutenable dans un monde bas carbone, à un horizon bas carbone? Et cette notion est très importante parce que c'est là qu'on touche du doigt la sobriété. C'est aussi un des autres angles morts de la stratégie climat d'Apple, c'est qu'ils ne pensent pas cette sobriété. Il faut, si on veut vraiment avoir un impact réduit sur l'environnement, il faut se tourner vers un téléphone reconditionné, donc qui a déjà une première vie, une première fabrication, et puis aussi garder le sien le plus longtemps possible. Apple a su être pionnier, on les attend aussi sur la durabilité, la réparabilité pour être pionnier en matière environnementale, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.